Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre journal sur KMT, LCL, FM+, et Canal Antilles sur les réseaux Free, Orange, Numéricable, Bouygues et SFR en France et dans ces régions ultra-périphériques. Voici quelques-uns des sujets que nous allons aborder ce soir. Dans le cadre d'un atelier mené actuellement au Campus Caribéen des Arts avec l'artiste Gaël Chouane, le Campus Caribéen des Arts a organisé une conférence qui s'est tenue aujourd'hui. Tropicatrium, scène nationale, propose la 4e édition du festival SEBA. Dans votre rubrique « Votre avis compte », ce soir, vous avez répondu à la question suivante. Faut-il rendre le vote obligatoire ? En fin de journal, retrouvez le savoir et réfléchir de Roland Laouché. Il s'intitule ce soir « Il faut faire vite ». La pensée du jour, bienvenue les fêlés, car ils laissent passer la lumière. La maladie de Charcot est une maladie dégénérative qui affecte la capacité du cerveau à contrôler les muscles. Selon l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, l'INSERM, cette maladie résulte d'un mélange de facteurs génétiques et environnementaux. Aujourd'hui, l'air est de qualité moyenne, il en sera sans doute de même demain. Nouveau en Martinique et désolant en même temps dans le sud, plusieurs familles ont été victimes ces derniers jours de homejacking. Les faits se sont produits durant la nuit dans différentes communes. Des cambrioleurs sont entrés dans des habitations pendant que les occupants dormaient. Les victimes évoquent des vols rapides et méthodiques. Un nouveau drame de la violence armée s'est produit dans la nuit du samedi 7 mars à Fort-de-France. Un homme de 26 ans a été abattu par balle dans le quartier Texaco. Il s'agit déjà du 7e homicide recensé depuis le début de l'année sur le territoire. Par ailleurs, un homme a été blessé encore par arme à feu dans le quartier Montgérald à Fort-de-France hier dimanche 8 mars vers 16h15. La victime a été prise en charge par les secours avant d'être transférée au centre hospitalier La Ménard. Selon les premières informations, elle était consciente au moment de son évacuation. Hier, le 8 mars, c'était la Journée internationale des droits des femmes. Plusieurs associations martiniquaises ont organisé des événements de sensibilisation. À Fort-de-France, notamment, des initiatives mettent en avant les luttes contre les violences faites aux femmes et l'égalité professionnelle. Les universitaires et militantes ont notamment rappelé que le féminisme vise à transformer l'ensemble de la société et non à opposer les genres. Un rapport de la Défenseure des droits alerte sur la forte exposition des jeunes d'origine étrangère ou perçus comme tels aux discriminations et à des formes de ségrégation dans de nombreux domaines de la vie quotidienne. Environ un quart des jeunes immigrés, descendants d'immigrés ou nés en Outre-mer, déclarent avoir été discriminés en raison de leur couleur de peau, de leurs origines ou de leur nationalité au cours des 5 dernières années. Ces discriminations se cumulent à l'école, propos stigmatisants, orientation biaisée, manque de mixité sociale, dans la recherche de logement ou d'emploi, mais aussi lors des contrôles de police, ce qui pèse sur leur parcours et leur confiance dans les institutions. Dans le monde du travail, 41% des jeunes perçus comme noirs, arabes ou maghrébins disent avoir subi une discrimination à l'embauche, contre 18% des jeunes perçus comme blancs. Les contrôles d'identité sont aussi beaucoup plus fréquents et intrusifs. Les jeunes hommes perçus comme d'origine étrangère ont 4 fois plus de risques d'être contrôlés que le reste de la population et 12 fois plus d'être soumis à un contrôle poussé, fouilles, palpations, conduite au poste. La Défenseure des droits évoque ainsi un cumul de discriminations et demande d'en faire une priorité politique en rendant obligatoire des formations sur les préjugés raciaux pour les personnels éducatifs, en révisant les règles d'affectation dans les lycées et en encadrant mieux les pratiques de contrôle d'identité. Elle rappelle que le respect effectif des droits fondamentaux est une condition essentielle de la cohésion sociale en France. L'espace numérique de la ville des Trois-Îlets et la CAF Martinique invite le public à participer à une conférence sur le thème « La parentalité et le numérique ».
le jeudi 12 mars à 19 h au centre administratif des Trois-Îlets. Cette conférence abordera notamment les enjeux liés à l'usage du numérique par les enfants et les adolescents, l'impact des écrans sur les jeunes, le cyberharcèlement, les réseaux sociaux et l'exposition aux risques. Nadine Toussaint, psychologue, animera les échanges et apportera aux parents des repères concrets pour mieux comprendre les pratiques numériques des jeunes. Dans le cadre de son 3e déplacement aux Antilles, Alain Di Crescenzo, président de CCI France, est en Martinique aujourd'hui et demain, mardi 10 mars. Il est venu échanger avec les acteurs économiques et les responsables politiques du territoire afin de s'imprégner des réalités locales et relayer leurs préoccupations auprès des pouvoirs publics nationaux. Il s'agit aussi de rappeler la force du réseau des CCI et le soutien qu'il peut apporter dans les actions nécessaires au développement des entreprises et des compétences de la population. Après des étapes en Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, le président Di Crescenzo vient en Martinique avec un objectif clair, établir un diagnostic précis de la situation économique du territoire, recueillir les retours des entreprises et des organisations qui les représentent, mais également identifier les freins à lever ainsi que les leviers de développement à mobiliser. Outre le monde économique, il a rencontré le préfet aujourd'hui et il rencontrera le président du conseil exécutif de la CTM demain. Le monde du sport et de la mémoire sportive martiniquaise est en deuil. André Cabil, surnommé le Croco, ancien joueur professionnel originaire du Saint-Esprit, est décédé à l'âge de 87 ans, figure marquante du football antillais. Il avait notamment évolué au Nîmes Olympique et marqué plusieurs générations de supporters. De nombreux hommages lui sont rendus dans le milieu sportif. Nous avons reçu de Madame Simoneau, présidente du club Femmes d'Outre-mer, un intéressant communiqué dont nous vous livrons l'essentiel. À l'occasion des élections municipales 2026 en Guadeloupe, 138 listes ont été déposées. Parmi elles, seulement 25,5% sont conduites par des femmes. Ce chiffre parle de lui-même. Malgré la loi sur la parité qui impose une représentation équilibrée sur les listes électorales, l'accès aux responsabilités majeures demeure très majoritairement masculin. Les femmes sont présentes, elles sont compétentes, elles sont engagées, mais elles restent trop souvent reléguées à des positions secondaires. La parité est devenue une obligation juridique. Elle n'est pas encore devenue une réalité politique. Aujourd'hui, trop souvent, la présence des femmes dans les exécutifs locaux répond à une contrainte réglementaire plutôt qu'à une volonté politique assumée. Dans les faits, les postes stratégiques restent concentrés, les décisions majeures sont encore majoritairement prises par des hommes, et les investitures ainsi que les soutiens structurants bénéficient rarement aux candidatures féminines. Cette dominance masculine persistante, parfois nourrie par des réflexes conservateurs et des pratiques politiques anciennes, freine l'émergence d'un leadership féminin pleinement reconnu. La femme ne peut continuer à être perçue comme une variable d'ajustement imposée par la loi. Elle doit être considérée comme une leader légitime, capable d'incarner et de diriger les transformations dont notre territoire a besoin. Un second suspect a été placé en détention provisoire après la mort du militant identitaire Quentin Derenque à Lyon en fin février. L'homme qui a été mis en prison est âgé de 27 ans et il est proche des milieux d'ultra-gauche. Tropicatrium, scène nationale, propose donc la 4e édition du festival SEBA,
Seba est un festival transversal qui convoque le spectacle vivant, mais aussi le cinéma et les arts visuels. Opéra, théâtre, musique, contes, slam, danse, arts visuels et cinéma, dans une programmation éclectique, intergénérationnelle, avec des artistes de Martinique, de la Caraïbe, de Guyane, des Comores et de la diaspora, le festival Seba met en lumière des spectacles d'artistes émergents ou confirmés. Annabelle Guérédra, Seuf El Badawi, Emeline Octavie, Alex Bernard, les alumni du CCA, Diano Cano Rodriguez ou encore Emilio Vega de Cuba. Pour son premier spectacle, Seba a choisi l'opéra Trimonisha de Scott Joplin. Lawandedom chante Kali avec Suzy Trébeau, Jocelyne Berroir, Daniel René Corail, Stella Gonis et Damoiselle 10, ainsi que le pianiste Saint-Lucien Richard Payne, qui nous a fait voyager dans la Caraïbe. Rappelons que le festival a commencé dès le 27 février avec une soirée en entrée libre sur l'esplanade Eugène Mona de Tropicatrium et qui durera jusqu'au 21 mars. Seba est le nom d'un arbre également appelé mapou, fromager ou capoquier. Un arbre géant, résistant, parfois centenaire. Celui de Saint-Pierre, où Aimé Césaire venait se ressourcer, a résisté à l'éruption de la montagne Pelée en 1902. Majestueux, il s'élève vers l'azur avec ses larges branches, symbole à la fois de l'enracinement, de l'élévation et de l'ouverture, indiquant que l'ici convoque l'ailleurs. La Cour d'appel vient de rappeler qu'un adulte peut demander à ses parents de subvenir à ses besoins. La décision intervient après l'action en justice d'une fille majeure contre ses parents. Dans le cadre d'un atelier mené actuellement au Campus Caribéen des Arts avec l'artiste Gaël Chouane, le Campus Caribéen des Arts a organisé une conférence qui s'est tenue aujourd'hui, lundi 9 mars à 9 h à la Galerie École du Campus Caribéen des Arts à la Tour Lumina. Au programme, Nadia Chonville a donné une conférence autour de la question de la sexualité. Gaël Chouane, prix Marcel Duchamp 2024, a présenté ensuite son projet Temple of Love, plaisir allègre, actuellement au cœur de l'atelier mené avec les étudiants et étudiantes du Campus Caribéen des Arts. Avec la participation de Cassandre Langlois, curatrice, chercheuse et chargée de cours en philosophie de l'art, Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Ces interventions ont été suivies d'un temps d'échange avec le public, étudiants et enseignants. On notera que dans leur communication, les responsables de cette manifestation ne parlent pas d'atelier, mais de workshop, un mot anglais qui, évidemment, n'est pas compris de tout le monde. Rappelons que Marcel Duchamp est un peintre et plasticien français décédé en 1968. Le monde culturel martiniquais pleure la disparition de Landry Le Sieur, cofondateur du groupe musical Les 12 Salopards. L'artiste est décédé ces derniers jours, suscitant une vive émotion parmi les musiciens et les amateurs de musique locale. Ceux qui l'ont côtoyé évoquent un homme passionné, engagé dans la vie culturelle et déterminé à défendre la création musicale de l'île. Sans qu'on sache trop pourquoi, la Côte d'Ivoire a fortement réduit son prix d'achat du cacao aux producteurs. Il passe de 2800 à 1200 francs CFA le kilo. La déclassification de nouvelles pièces judiciaires dans le cadre de l'affaire Epstein et sa très large médiatisation amènent beaucoup à s'interroger sur le comportement des élites occidentales. Le criminel sexuel Jeffrey Epstein a en effet, à diverses époques, entretenu des liens variés avec de nombreuses personnalités relevant de l'élite au sens large, têtes couronnées, milieu d'affaires, responsables politiques, célébrités du show business. Au-delà des crimes commis et du système de prédation sexuelle mis au jour, ce scandale expose surtout aux yeux de tous l'existence d'une élite mondialisée évoluant dans un monde séparé et dont les membres, grâce à leur richesse extrême,
leur influence politique et leur prestige social ont pu braver les lois en toute impunité durant des décennies. Témoignages, dépositions, correspondances, carnets, les documents publiés ont des valeurs juridiques très hétérogènes et la simple présence d'un nom dans ces archives ne constitue pas en soi une preuve de culpabilité. Il s'agit souvent de personnes ayant croisé Epstein dans des contextes mondains ou professionnels. Néanmoins, l'effet symbolique est considérable car il renforce l'idée d'une proximité structurelle entre les sphères du pouvoir et un individu devenu l'incarnation de la corruption morale. D'aucuns voient dans l'affaire Epstein la preuve de l'existence d'un système de protection mutuelle au sommet, un système au sein duquel évoluent les élites dont les liens personnels transcendent les frontières politiques et idéologiques. Une élite moralement corrompue, protégée par ses propres réseaux et déconnectée des normes qu'elle impose au reste de la société puisque c'est elle qui tient les rênes du pouvoir. Une élite fondamentalement étrangère au corps social, évoluant dans un univers de règles implicites distinctes et totalement irresponsable face aux citoyens ordinaires. De quoi générer une crise de confiance radicale envers les élites. De quoi alimenter aussi les doutes déjà existants sur le fonctionnement des mécanismes démocratiques. Lorsque ceux qui incarnent la réussite économique, politique ou culturelle apparaissent liés, même indirectement, à des scandales majeurs, c'est l'ensemble du pacte social qui vacille. La perception d'élites immorales protégées par un système opaque amène forcément à s'interroger sur les conditions sociales et politiques qui ont rendu possible sa longévité au cœur des réseaux d'influence. Ajoutons qu'aux États-Unis, des victimes notamment affirment que tous les documents n'ont pas été publiés, demandent qui on veut protéger en caviardant une partie de ceux qui l'ont été et continuent à réclamer l'entière vérité. Enfin, cette affaire apporte, c'est évident, de l'eau au moulin de tous ceux qui, au cours de ces dernières décennies, ont régulièrement évoqué la décadence de l'Occident. Sur le terrain sécuritaire haïtien, les violences de gangs continuent de s'intensifier à Port-au-Prince. Des attaques armées ont visé plusieurs infrastructures publiques, dont des postes de police et des bâtiments gouvernementaux. La situation fragilise encore davantage l'État et complique l'acheminement de l'aide humanitaire. Donald Trump affirme que Cuba vit ses derniers moments et promet de s'en occuper, ce sont ses mots. Il assure que des discussions sont en cours entre Washington et la Havane. Il évoque la possibilité d'un grand changement politique sur l'île. Retrouvez maintenant votre rubrique Votre avis compte. Ce soir, vous avez répondu à la question suivante. Faut-il rendre le vote obligatoire ? Faut-il rendre le vote obligatoire? Non. Parce que les politiciens disent qu'ils vont faire et ils ne font rien. Alors pour ça, je suis d'accord pour que les votes ne sont pas obligatoires. À mon avis, non. Même si ça reste un devoir civique et qu'on a des fois des revendications à porter et à travers le vote, c'est une façon de faire connaître notre opinion. Mais le rendre obligatoire, non, je pense que ce serait pas une bonne chose, ce ne serait pas formateur. C'est à nous d'éduquer nos enfants, à leur transmettre la valeur du vote, les devoirs qu'on a eu à faire pour pouvoir voter, les luttes qu'il y a eu à mener pour pouvoir voter, pour les femmes notamment. Et à nous de transmettre ces valeurs-là, mais pas rendre obligatoire la chose. Voilà. Pour moi, non. Non. Pourquoi ? Non, parce que je pense qu'on est libre de faire notre choix, quoi. Ouais. On fait ce qu'on veut et puis voilà. Voilà. Oui, c'est la même chose, j'aurais dit pareil. Faut-il rendre le vote obligatoire? Eh bien, je pense que oui. Pourquoi ? Pourquoi? Parce que c'est ce qui détermine la société d'aujourd'hui. Si tu ne votes pas, eh bien, rien ne marche. Il n'y a pas de société, il n'y a pas
la société ne peut pas évoluer. On va nulle part. Ben, je pense que oui, c'est obligatoire quand même. Oui. Pourquoi tu voudrais dire? Écoutez, franchement, il faut qu'on donne son avis. Après, parce que les gens qui ne donnent pas leur avis, vous savez qu'après, ils ne sont pas d'accord. On ne peut pas être d'accord si on n'a pas voté. Oui, c'est obligatoire. Oui, je pense qu'il faut qu'il soit obligatoire parce qu'on est dans une démocratie où il faut l'avis de tout le monde pour pouvoir prendre des décisions. Et aujourd'hui, il y a des décisions qui sont prises où c'est pas forcément la majorité. Et je pense que c'est important que l'avis de tout le monde soit pris à ce propos. Passons au savoir et réfléchir de Roland Laouché. Il s'intitule ce soir « Il faut faire vite ». Il y a donc deux solutions. Trouver de nouvelles filières ou rentabiliser au maximum les filières que nous avons déjà. L'économiste guadeloupéen Jean-Marie Noll propose de développer l'élevage et l'agro-industrie qui peut aller avec. Nous avons signalé que le potentiel de la banane, qui est devenue notre production phare, n'a pas encore été exploité au maximum. En particulier, aucune industrie n'est venue s'y accoler véritablement. Ce monde-là, le monde de la banane, regroupé ici dans Banamart, semble se satisfaire d'une réalité plutôt positive, il est vrai. C'est vrai que, regroupé dans une structure unique, il fournit à la Martinique la totalité de sa consommation et satisfait 21% de la consommation de la France hexagonale. Et c'est un produit de grande qualité, puisque c'est désormais le fruit préféré des Français qui en consomment plus de 12 kilos par année et par habitant. La banane est le fruit le moins cher en Martinique, même pas 1,50 franc, mais il est également le fruit le moins cher en France, où il arrive d'ailleurs qu'il coûte moins cher qu'en Martinique. Parfois à peine plus de €. Cela explique aussi forcément qu'il soit à ce point consommé par les Français. Il convient cependant de signaler qu'il fut un temps où la banane martiniquaise satisfaisait 35% du marché français contre 21% aujourd'hui, et que si elle coûte moins cher que ses concurrentes africaines ou américaines, c'est qu'elle est très sérieusement subventionnée, par l'Europe notamment à travers le POSI. Elle est également protégée de ses concurrentes africaines et américaines qui se livrent une guerre sans merci et que semble plutôt gagner la banane sud-américaine, la banane de l'art. En juillet de l'an dernier, à la tête de Banamart, la structure qui regroupe donc tous les producteurs de bananes de Martinique, a été élu un nouveau président, Jean-Claude Marot-Desgrottes. Ce n'est pas le signe d'un renouveau de la filière. L'homme a 78 ans et son unique préoccupation pour l'instant, celle en tout cas sur laquelle il s'est exprimé, c'est la lutte contre la cercosporiose noire, une maladie qui frappe les bananiers et qu'il est difficile d'éradiquer. Les planteurs disposent du produit nécessaire, mais les moyens qu'ils ont pour le mettre en œuvre ne sont pas adaptés et nécessitent une main-d'œuvre difficile à trouver, eu égard à la pénibilité de l'opération. Le nouveau président de Banamart suggère qu'au lieu des êtres humains dotés de matériel lourd et encombrant, on utilise des drones. Mais là s'arrêtent ces nouvelles propositions. Dans ce secteur-là, comme dans d'autres, il est évident qu'il ne pourra pas se faire ad vitam aeternam que nous jouissions d'un niveau de vie de pays développés avec des productions qui sont abondamment produites par bien des pays beaucoup moins développés. Déjà, c'est sans état d'âme que les Allemands suggèrent que se laisse jouer la loi du marché concernant la banane. Il nous faut donc rapidement nous engager sur les chemins qu'empruntent les pays développés, c'est-à-dire l'agro-industrie notamment, là où ne sont pas encore positionnés les pays moins développés que nous. Dans notre sujet santé ce soir, il est question d'AFT.
De couleur blanchâtre et de forme arrondie, les aftes sont des petits ulcères localisés sur les muqueuses buccales. Si leur origine exacte demeure méconnue, certains facteurs ont tendance à les favoriser. Le mordillement des joues, un brossage des dents vigoureux ou encore le stress chronique qui affaiblit le système immunitaire. Autre élément déclencheur, les aliments dits aftogènes tels que les fruits urticants ou acides, les kiwis ou les ananas, ou encore les oléagineux, les noix, les noisettes ou les cacahuètes ou encore les amandes. Une carence en fer, en vitamine B9 ou B12 ou en zinc constituerait également un terrain favorable. Superficiel et bénin, ces aftes dits millaires guérissent spontanément en l'espace d'1 ou 2 semaines. Attention, ils ne doivent surtout pas être confondus avec d'autres pathologies comme l'herpès. Certes sans gravité, ces lésions éphémères des muqueuses s'avèrent néanmoins gênantes et douloureuses. Rappelons qu'en grec ancien, le mot aphte signifie brûlure. Heureusement, des remèdes permettent d'atténuer le mal et le premier geste à privilégier est une hygiène bucco-dentaire irréprochable. En cas d'inflammation, des gels gingivaux antiseptiques ou des pastilles anesthésiques à laisser fondre sous la langue sont prescrits. Et du côté des solutions naturelles, le bicarbonate de soude et le sel, en gargarisme ou à frotter délicatement sur la plaie. Ils aident à neutraliser l'acidité buccale. C'est la fin de ce journal. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous remercie de votre fidélité. Je remercie tous ceux qui y ont participé. Jordan Adélaïde, Jean-Michel Césaire, Jenny Georges, Alain Jean-Paul, Daniel Diaz, Getty Galva, Sarah Verne, Hugues Blandy, Marie-Josée Joseph et Roland Laouché. Cette édition est diffusée à 18h30, 20h, 22h et demain à 6h25. Elle est également disponible en multidiffusion sur Canal Antilles, sur les réseaux Free, Orange, Numéricable et Bouygues en France. Vous pouvez bien entendu revoir votre journal sur kmttélévision.fr. Je vous souhaite une excellente soirée en notre compagnie et que Dieu garde la Martinique.